Bonjour à toutes et à tous et une fois encore, merci de toujours nous préférer chez vous chaque dimanche dans votre émission socio-économique Week Echo. Le climat des affaires semble favorable au Bénin. C'est du moins ce que l'on peut dire au regard des statistiques sur le nombre d'entreprises créées ces 4 derniers mois sur le territoire national. Selon les chiffres divulgués par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, 9 552 entreprises ont été créées au Bénin durant les mois de mai, juin, juillet et août 2019. Ce serait le fruit des nouvelles facilités accordées par l'État en termes d'investissement. Mais ces entreprises sont-elles moteurs et créatrices d'emplois au Bénin? Quelles sont les politiques de soutien du gouvernement à l'endroit de ces entreprises? Ces questions vont enrichir le débat dans le décryptage. L'autre sujet est relatif à la production de la tomate qui a été bonne cette année au point de créer des soucis chez les producteurs pour son écoulement. En effet, faute d'industrie de transformation et de conservation, les producteurs de ce fruit ont perdu et continuent d'ailleurs de perdre leur production. Que faire pour remédier à ce phénomène observé aujourd'hui avec la tomate et qui, d'ailleurs, est le même avec la plupart des produits agricoles qui, par manque de planification dans les cultures, souffrent de l'absence d'usines de transformation et de distribution? Le sujet sera débattu avec un économiste dans le dossier de la semaine. C'est donc parti pour ce nouveau numéro de Week Echo. Le premier arrêt, c'est le mini-journal. À la présentation, Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Difficile de circuler à Cotonou sans rencontrer des conducteurs d'engins à 2 roues. C'est le moyen de transport le plus utilisé au quartier latin d'Afrique et presque tous les ménages en disposent. Cependant, ces dernières années, le prix des motocyclistes a connu une hausse, une augmentation des prix qui inquiète les Béninois. Quelles sont les véritables raisons de cette flambée des prix des motos? Les réponses dans ce reportage de Joseph Bonke-Dotou et Edwige Agossou. Je suis venu prendre une moto. J'ai vu que ça a pris de prix. Comme ce jeune homme, beaucoup de Béninois sont confrontés à la flambée du prix des engins à 2 roues. Il faut débourser toute une fortune pour s'offrir une moto aujourd'hui au Bénin. En 2017, c'était à 380-400 000. Mais aujourd'hui, présentement, on vend ça à 450 000. Il peut vendre ça aujourd'hui à 400 000, demain il va vendre ça à 450 000. Le prix des motos passant pratiquement du simple au double, les revendeurs essaient de justifier le phénomène. Le gouvernement a demandé que les motos neuves soient vendues avec les plaques en même temps. C'est ça qui fait que ça a augmenté. Non seulement ça, l'association des vendeurs, des revendeurs disons, des motos, eux-mêmes s'associent, ils augmentent. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le prix, la flambée du prix des motos. Donc, premièrement, il y a, si les matières premières, si les Blancs, les Chinois là-bas, si les matières premières font truc là, augmentent de prix, ils augmentent de prix par moment. Après ça, le dollar, la fluctuation du dollar. Si le dollar augmente les prix des motos, ça s'ajuste forcément. Après ça, il y a la fret. Des fois, la fret, le transport là, ça augmente par moment. Quand ça augmente, ça joue forcément aussi sur le prix des motos. Quatrième facteur, il y a 2 ans, l'ajustement du prix des motos et des frais de plaque. Compte tenu de l'importance des motos dans la mobilité de l'homme, les Béninois font des pieds et des mains pour en acheter quand bien même le coût devient de plus en plus exorbitant. Ça a pris de prix. Parce que c'est un moyen de déplacement qu'on doit utiliser. Ils sont obligés de payer parce qu'ils sont dans le besoin, ils doivent payer. S'il est évident qu'acheter une moto est une nécessité, il serait aussi assuré que la fixation des prix à la vente se fasse dans un cadre réglementaire. Plus besoin de se déplacer pour faire arrêter un conducteur de taxi-moto. Aujourd'hui, un groupe de jeunes béninois a créé une start-up pour révolutionner le transport urbain au Bénin. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette application, notre équipe de reportage est allée à sa découverte. Alphonse Kbalé, Monique Obalé, Lazare Mingan.
Créer une révolution dans le transport urbain, dans nos villes et campagnes, c'est l'objectif principal pour ces jeunes start-upers qui digitalisent le transport au Bénin. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous rencontrez un Zémidjan au coin des rues, c'est des gens déjà que vous ne connaissez pas. Vous les arrêtez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous et vous allez vous déplacer. Peut-être que sur la voie, ils vous amènent quelque part. Mais par contre, avec l'application, tout Zémidjan est identifié, tout client est identifié avec nous. Et lorsque toi, client, tu commandes un Zémidjan, tu sais déjà qui t'a commandé. C'est un instrument qui permet à n'importe quel client de faire une commande et qu'un conducteur derrière reçoive la commande et qu'il aille le chercher. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, plus besoin de se mettre au bord de la voie pour se trouver un moyen de transport. Ici, grâce à ce système informatique installé sur cet appareil, ces jeunes peuvent localiser et contrôler les déplacements de chaque conducteur de taxi. L'application me localise pile, je suis au niveau de pharmacie Le Nokwe, je confirme que je suis là, je vais aller où destination, je suppose je vais aller à l'étoile rouge, je mets étoile rouge, je clique sur étoile rouge, voilà, ça met, je confirme que je vais à l'étoile rouge. Et directement, ça me notifie les conducteurs. Il y a le conducteur de Zémidjan le plus proche de moi est à 3 minutes. Si je veux commander un tricycle, je mets tricycle. Actuellement, nous n'avions pas de tricycle en ligne parce qu'ils sont tous occupés. Je veux prendre par exemple un taxi. Je clique sur taxi. Voilà. Le taxi le plus proche de moi est à 1 minute. Je veux prendre par exemple un taxi VIP. C'est-à-dire un truc climatisé, propre. Je clique. Voilà. Ils sont tous occupés là maintenant. Donc, j'ai la possibilité de commander aussi bien le taxi, un tricycle, un Zémidjan ou bien un taxi VIP. Ce conducteur de taxi moto digitalisé rencontré fortuitement explique le processus. Il appelle le client. Il rassure la position du client. Il va le chercher, le client monte. Il démarre sa course sur son téléphone. Ils vont là où le client a dit à la destination, il coupe la course. Et puis c'est facturé parce que préalablement, le client a déjà sur son téléphone un prix estimatif de là où il va. Donc si ça l'arrange, il prend. Certains abonnés aux moyens de transport digital expriment leur satisfaction. Et ça nous aide à faire un déplacement plus rapide. Sous la pluie, tu vas venir au bord de la voie, te planter, faire arrêter des émous bien un chauffeur, te mettre à discuter des prix. Non, dans ta maison, tu peux faire déjà ta commande et le zémou, le taximan vient juste dans ta maison pour te chercher. Déjà avec mon Android, je peux déjà avoir accès à un zémou qui m'appelle, qui me demande là où je suis, qui vient me chercher et à l'heure. Donc ces moyens nous permettent de gagner du temps. Malgré l'expansion des méthodes de transport classiques, ce nouveau moyen de transport digital compte déjà plus de 1500 abonnés au Bénin. Le piratage est devenu un véritable problème, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Arthur Window. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès
afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour. Et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. C'est la fin du mini-journal de ce dimanche. Week Eco continue avec Ulvaïs Balogun. Merci à vous. Après le mini-journal, cap est mis sans plus tarder sur la revue de presse, le tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine. Suivons plutôt. Amis de la revue de presse, bonjour, bienvenue sur les informations socio-économiques qui ont meublé les journaux cette semaine. Démarrons par cette information qui a fait le jour gras des journaux. Et c'est le quotidien du service public La Nation, dans sa parution du 23 septembre 2019, titre « Investissement au Bénin, près de 10 000 entreprises créées ces 4 derniers mois ». Selon les chiffres divulgués par l'Agence de promotion des investissements et des exportations, APIEX, pour le mois de mai 2019, 2346 entreprises ont été créées. Elles impliquent 8 entrepreneurs, 2025 commerçants ou personnes physiques, et 313 sociétés. En juillet, 1993 entreprises ont été créées. Elles sont l'œuvre de 12 entrepreneurs, 1749 commerçants et 232 sociétés. 2719 entreprises ont vu le jour en juillet. Et enfin, en août, l'APIEX a enregistré 2494 nouvelles entreprises. Une information que partagent les quotidiens Le Potentiel et La Priorité. Dans leur parution du mercredi 25 septembre 2019, amélioration du climat des affaires au Bénin. 9 552 entreprises créées en 4 mois. D'une information à une autre, concrétisation du programme d'action du gouvernement. Le ministre Abdoulaye Biachane échange avec les partenaires techniques et financiers sur la mobilisation des ressources. Une information que placade le quotidien Le Meilleur à sa une. À l'issue de cette réunion, nous pouvons retenir, selon le ministre d'État chargé du plan et du développement, une mobilisation de 4 943,6 milliards de francs CFA, soit 140% du financement public attendu pour la mise en place du programme d'action du gouvernement par rapport au montant global du PAG qui s'élève à 9 039 milliards de francs CFA. Cette mobilisation de ressources représente 54,7%. Cela est l'expression de la réalisation de grands projets porteurs de croissance économique dans divers secteurs. À ce niveau, les infrastructures, le cadre de vie, l'énergie, l'eau potable et l'agriculture sont à titre d'exemple. Le journal La Priorité en parle également et affiche à sa manchette « Rencontre d'échange du comité de mobilisation des ressources avec les partenaires techniques et financiers ». Près de 140% du financement public attendu déjà mobilisé pour le PAG. Dernière information dans cette revue et cette fois-ci du tomate fraîche qui pullule les champs de Grand Popo. Le journal La Nation nous informe et titre à sa une. Fermeture des frontières nigérianes. Le Parlement de la CEDEAO s'invite dans le débat. Mais déjà, le gouvernement béninois, à travers les ministres de l'Agriculture et du Commerce, rassure les maraîchers et leur propose quelques pistes de solutions. Entre autres, se trouver de nouveaux marchés pour écouler ces produits, notamment
La tomate ensuite invite les maraîchers à aller vers une variété qui résiste à 27 degrés et plus. C'est tout pour les informations socio-économiques concoctées pour vous cette semaine. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse en a parlé, vous l'avez certainement entendu. Le climat des affaires au Bénin est, semble-t-il, favorable à la création des entreprises avec un boom exceptionnel en 4 mois. Le décryptage. Près de 10 000 nouvelles entreprises formalisées dans un délai moyen mensuel situé entre 2 minutes et 2 minutes 7 secondes durant les mois de mai, juin, juillet et août 2019. Selon la pièce, ce serait le fruit des nouvelles facilités accordées par l'État depuis 2016 en termes d'investissement. Mais si cela traduit un environnement des affaires très favorable, disons-le comme ça, l'on se demande si ces entreprises qui ont été créées ont toutes les ressources pour durer dans le temps et apporter une plus-value à l'économie nationale. Deux confrères sur ce plateau pour en parler avec moi. Gédéon Vegba, journaliste à la Radio Nationale. Bonjour Gédéon. Bonjour Ilvaïus. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir. À côté de vous, je reçois Moïse Doussoumou, journaliste à Fraternité. Bonjour Moïse. Bonjour Ilvaïus. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors Gédéon, on va commencer par vous. La pièce nous a dit, il y a encore quelques années, en début d'année précisément, que le nombre d'entreprises créées au Bénin croît depuis 2016 de 12 à 15% chaque année. À votre avis, cela traduit-il, je ne sais pas, la bonne tenue de l'économie nationale, de l'environnement des affaires? Non, de toute évidence, c'est un bon signe. C'est un bon signe, même si ce n'est pas un indicateur de performance économique forcément. C'est un bon signe parce que quand il y a de nouvelles entreprises, on peut peut-être imaginer ou espérer qu'il y aura une plus-value à l'économie. Mais est-ce que c'est toujours le cas? C'est là la question. Parce que quand on crée une entreprise qui n'a pas de plus-value, l'entreprise meurt. Donc l'objectif ou le souhait, c'est que les entreprises qui se créent aujourd'hui créent de la valeur ajoutée. Et la somme de ces valeurs ajoutées va contribuer à augmenter le PIB et puis on aura une croissance. Mais à votre avis, quand on nous dit qu'il y a 10 000 entreprises qui ont été créées en 4 mois, vous pensez que cela a un impact sur l'économie, sur la création de richesses? Non, il n'y aura pas d'impact immédiat. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'impact immédiat. C'est bon, c'est-à-dire que pour le commun des Béninois que nous sommes, on peut dire que c'est significatif. Hein, mais dans le concret, est-ce que les entreprises créées ont un impact direct sur l'économie immédiatement? Je ne pense pas. Mais à terme, ça pourrait avoir quand même d'impact et ça pourrait permettre à l'économie de rebondir. De se porter de mieux en mieux. Absolument. Moïse, votre avis? Non, le chiffre, moi, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir des milliards d'entreprises par jour, ça ne veut pas dire grand-chose. Le plus important, c'est la viabilité de ces entreprises-là. Parce que quand on fait des réformes pour faciliter la création d'entreprises, il faut encore faire peut-être les mêmes réformes multipliées par 10, par 20 pour créer les conditions de viabilité des entreprises. Quand on ne le fait pas, aussitôt que les entreprises ouvrent, elles ferment. Ce que la pièce veut nous dire, c'est qu'en même temps que ces entreprises se créent à l'appel, quand on fait le bilan au bout d'1 an, 2 ans, combien ont fermé, combien ont tenu, quel est le chiffre d'affaires, quel est le rapport à la fiscalité. C'est ce que la pièce ne fait pas. Ne fait pas. On se contente juste de jouer sur l'aspect cosmétique, esthétique. Mais le reste, la partie qui n'est pas visible, immergée de l'iceberg, on ne la montre pas. Et c'est là où il y a vraiment un problème, à mon avis. Et même au-delà de ce problème que vous évoquez, vous l'avez dit, les entreprises se ferment presque au quotidien, on n'en sait pas très souvent grand-chose. Ces entreprises qui sont créées, est-ce que les chefs d'entreprise sont conscients de l'environnement dans lequel ils viennent? Est-ce que les études de marché sont faites? Ce travail devrait être fait normalement avant de favoriser l'essor de la création des entreprises, non? Oui, c'est ce que je disais. Encore que quand vous créez une entreprise, c'est un risque que vous prenez. Vous vous jetez presque dans le vide. En espérant qu'avec vos atouts, avec peut-être le marché des affaires, avec peut-être quelques carnets d'adresse, avec peut-être la qualité de vos produits et services, que ça va prospérer. Quelles que soient les garanties qu'on prend en amont, en aval, il y a toujours un risque. Mais le risque est moindre quand l'étude de marché est bien faite. Quand vous avez une structure qui est facile justement pour l'émergence de vos produits, mais peut-être pour leur commercialisation. Quand vous avez une bonne équipe, quand l'environnement institutionnel s'y plaît, quand l'économie nationale se porte bien, quand il y a de bons indicateurs au plan national, même international, a priori, c'est que tous les voyants sont au vert pour que ça fonctionne. Mais on ne le fait pas vraiment. C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les voyants semblent être ouverts. Bon, vous dites que ça semble être ouvert. Quand on crée les conditions pour faciliter,
Il faut également, dans le même temps, créer les conditions pour que ça puisse continuer d'exister, que les entreprises fassent 3 ans, 5 ans, 10 ans et grandissent. Pas qu'on en crée juste pour la forme. Donc ces conditions, dans la plupart des cas, c'est l'État qui les crée, qui les réunit, pour que le secteur privé puisse être davantage dynamique, puisse se vivifier. Quand on ne le fait pas suffisamment et qu'on se contente juste de créer les conditions pour faciliter, je me dis que ce n'est qu'une partie du problème qu'on crée, encore que en voulant régler un problème, on en crée beaucoup plus, rien qu'en insistant sur l'aspect facilitation de création, au lieu de décider sur l'aspect justement de facilitation de viabilité des entreprises. Alors, j'ai dit, créer une entreprise, c'est une chose au Bénin, l'autre chose, c'est sa viabilité. Et l'État semble dire, Moïse ne met pas tout en œuvre pour accompagner ces entreprises qui sont créées. Non, je ne vais pas être forcément de l'avis de Moïse. Je pense que l'État, de plus en plus, fait des efforts. On fait des efforts dans ce sens, même si les efforts ne sont pas encore à la hauteur des attentes. C'est quand même, il y a quelques efforts. Aujourd'hui, il faut quelques heures seulement pour créer une entreprise. Il y a pas mal. Les conditions sont très allégées complètement. Donc, ça permet à ceux qui veulent entreprendre des choses d'y aller. Et c'est bon. Maintenant, comme il a dit, je suis d'accord avec lui, il faut créer des conditions vraiment meilleures aux entrepreneurs. Parce que si de plus en plus on constate que des jeunes veulent entreprendre, ne sont plus forcément prêts à aller à l'emploi public, ils veulent entreprendre, il faut encourager ces jeunes en créant de meilleures conditions d'exercice. Parce que si les gens n'ont pas de meilleures conditions d'exercice et qu'ils sont en griffe étriés par les impôts et autres, je pense qu'ils vont renoncer rapidement. Donc ce qui se fait, c'est pas mal, mais il faut aller plus loin. Il faut encourager la chose et créer des conditions, faciliter les choses pour que les jeunes puissent entreprendre. Parce que je crois que l'entreprise, c'est la meilleure des choses. Travailler pour des gens, ça ne donne toujours pas satisfaction totale. Pas satisfaction. Mais il se pose parfois aussi un problème. Une entreprise, elle se résume à qui? Elle se résume au chef d'entreprise? Mais il faut relativiser les choses aussi. Hein. Et quand on parle de création d'entreprise, ce n'est pas forcément les grandes entreprises. Il y a plusieurs catégories d'entreprises. Généralement, de plus en plus, ce qu'on a, c'est les start-up et autres qui se créent. Ce n'est pas de grandes entreprises. Il y a les établissements, pour être plus précis, qui se créent rapidement. Mais les entreprises vraiment d'une grande classe, je parlais des salles, des sociétés anonymes et autres, ce n'est pas des choses qui se créent tous les jours. Donc, il faut nuancer ça. Oui, mais cette nuance n'est pas faite par la pièce. Ah non, mais la pièce est dans son rôle, si vous le permettez. Alors Moïse, les entreprises au Bénin, on va dire, les établissements se résument très souvent au chef d'entreprise. Je l'ai dit à Mouvoilé tout à l'heure, quand on crée les conditions, ces constats-là vont s'effriter tout doucement. Il y a ce qu'on appelle peut-être les coopératives qui ne sont pas très, très exploitées chez nous. L'esprit de se mettre ensemble autour d'un idéal, autour d'une idée, d'un projet, et de le mener à terme ensemble, de gérer les conflits ensemble et de trouver les solutions ensemble. On ne le fait pas suffisamment, peut-être compte tenu de notre sociologie. Mais c'est des barrières qu'il faut briser. Et ça, il y a des process pour ça. Il faut travailler sur ces choses-là. L'autre chose, les incubateurs d'entreprises, on en voit de moins en moins. Vous avez des immeubles entiers dans certaines villes où c'est réservé justement pour abriter rien que des sièges de ministres d'entreprise. Vous avez de petits locaux, une ou deux tables, 4-5 chaises, et vous payez des loyers réduits, 10 000, 15 000 le mois, pour vous aider justement à ce que les charges fixes ne vous écrasent pas dès la création. Combien est-ce qu'on en a ici? C'est sur ces aspects, à mon avis, qu'il faudrait travailler suffisamment. Là, on saura qu'on a vraiment créé les conditions dans l'ensemble pour que l'entreprise privée puisse émerger. Mais quand on ne le fait pas, je me dis, on n'a encore rien fait. Donc on a un problème de suivi dans la création des entreprises. Au-delà du suivi, c'est la viabilité. Quand je dis, par exemple, créer les conditions pour faciliter, c'est bien. Quand on met en place ces incubateurs, qui sont en nombre suffisant, qui peuvent accueillir le plus grand nombre de ministres d'entreprises, c'est également bien. Qu'est-ce que ces entreprises-là offrent? Est-ce des services, des produits? Comment est-ce que leurs offres se présentent? Est-ce que c'est des offres sérieuses? Est-ce que c'est des offres crédibles pertinentes? Est-ce que le marché s'adapte à ces offres-là? Comment faire pour que ces offres prospèrent dans notre environnement? C'est au niveau de toutes ces questions, à mon avis, qu'il faut travailler dans cette globalité, afin que n'importe qui ait une idée qui veut se jeter à l'eau sache que tout au moins, je peux exister 1 an, 2 ans, et que le reste dépendra beaucoup plus de moi, parce qu'on aura créé en amont les conditions pour que j'émerge. Et si ça ne marche pas, ce sera de ma faute, et non la faute de l'environnement, et non de l'État, justement. Parce que l'entreprise privée prospère, le plus gros gagnant, c'est l'État. Ce n'est pas l'individu qui a créé. Donc l'État, à mon avis, devrait beaucoup plus insister sur ces aspects
au lieu de se limiter à la facilité de création des entreprises. Mais on sait quand même qu'il y a des lois qui ont été votées, notamment le code des investissements, notamment le code des marchés publics, autant de choses qui permettent quand même aux entreprises Ce ne sont pas des lois nouvelles, ce ne sont pas des lois extraordinaires, ce ne sont pas des lois miracles non plus. Ce que je dis, moi je parle de l'opérationnalité, je parle de la mise en œuvre, je parle de ce qu'on va demander pratique, qui incite quelqu'un à se jeter à l'eau, à s'y maintenir en vie et non à se noyer. C'est cette chose qui est fondamentale. Les instruments juridiques que vous évoquez, ça c'est la toile de fond. Mais qu'est-ce qu'on en fait en termes de déclinaison au quotidien? En termes d'offres, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas grand-chose à mon avis. Je partage entièrement son analyse. Je pense que on a l'ambition, c'est vrai, l'ambition est affichée, mais dans la mise en œuvre, il y a encore quelques déchets à corriger. Parce que il faut étudier le marché local, notre marché au plan national. Qu'est-ce que c'est le marché béninois? Quelles sont les opportunités pour les jeunes? Et sur quoi ils peuvent aller? On ne peut pas faire du coq à l'âne. D'accord? Il faut permettre aux gens de savoir que dans tel secteur, il y a des opportunités. Et on peut y aller. Et on crée les conditions pour que les gens y aillent. Et maintenant, si les gens vont tâtonner, ils vont créer une entreprise, ils essaient ceci, ça ne marche pas, ils vont essayer cela. Aujourd'hui, on ne sait même pas quelle est la position du Bénin. Est-ce que le Bénin, c'est un pays de service? Est-ce que c'est un pays de production? Est-ce que c'est un pays de... Je ne sais pas. On n'a aucune idée. On ne sait pas où nous sommes réellement, parce que nous sommes en même temps service, nous sommes en même temps production, on est dans tout. Donc il faut que, in fine, on trouve... Vous prenez l'exemple de la Suisse, par exemple. La Suisse a défini dès le début sa position. C'est un pays de service. Ils ont dit, nous sommes dans le service. Parce que nos conditions géographiques et autres ne nous permettent pas d'aller sur d'autres terrains. Donc, ils se sont dit, nous allons faire le service. Et ça a marché. Avec le service, ils s'en sortent pas mal. Il faut que aussi, à terme, qu'on arrive à définir vraiment ce que nous voulons offrir aux autres. Si c'est le service, on est dans le service. Et on travaille pour ça. Mais là, si on doit tout faire, il y a un langage qui dit qui tombe en place, mal les trains. Donc, si on le fait comme ça, mais quand on a que des micro-entreprises, parce que là, j'ai plutôt l'impression que ce sont des micro-entreprises qui sont créées au quotidien, est-ce qu'il faut orienter ces jeunes-là à aller dans des secteurs donnés? Parce qu'on sait que pour investir dans des secteurs, pour entreprendre dans certains secteurs, il faut quand même un peu de moyens. C'est pour ça que je parle de prospection préalable. Et on doit faire une prospection. On ne peut pas se lancer comme ça, comme on appelle, sans avoir fait des préalables, sans étudier le marché. Il faut forcément un travail préalable. Et c'est ça qui va permettre aux jeunes maintenant de savoir que tel secteur au Bénin, si on se lance dedans, on pourra s'en sortir. Mais s'ils ne savent pas et que c'est eux-mêmes qui doivent choisir parce qu'ils ont vu quelque chose à la télé ou bien parce que quelqu'un a fait quelque chose dans le quartier, ça marche, on pense que aussi, en faisant, ça va marcher. Aujourd'hui, c'est le suivisme qui marche. Le suivisme, tout le monde fait les mêmes choses. Elle vend, je vends, et puis on fait une concurrence, on s'auto-concurrence. Non, si on ne permet pas aux jeunes d'aller dans le secteur qui a de l'avenir, qui peut lui ouvrir d'autres portes, je pense qu'on n'aura rien fait. Moïse, aujourd'hui, le secteur qui a de l'avenir, c'est le numérique, avec la création des startups. Oui, et ça marche plus ou moins quand on voit tout au moins ce qu'on nous projette. Mais combien sont effectivement dans ce secteur? Encore qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences en numérique avant d'aller vers ce domaine-là. Rien qu'avec l'idée de projet qu'on a, si on s'associe d'autres compétences qui sont mises dans ce secteur, on peut émerger. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est l'apport des banques, l'accompagnement des banques. Oui. Qu'est-ce qu'elles font pour accompagner les entreprises? Parce qu'il est prouvé, quelle que soit la qualité de votre portefeuille, quand vous injectez trop de vos propres moyens dans une entreprise, ça n'aboutit pas. Parce que vous n'êtes pas poussé par le défi de réussir, le défi de rembourser à terme. Vous dites, après tout, c'est mon argent, si ça marche, mais ça ne marche pas, je ne vais pas gérer. Alors que c'est les crédits que vous prenez à droite et à gauche qui vous incitent, quelle que soit la situation, à trouver une solution et à émerger. Nos banques, là, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que leur proposer d'abord pour qu'elles survivent et qu'elles puissent offrir des facilités justement aux entrepreneurs? C'est beaucoup de chantiers sur lesquels je pense qu'on ne travaille pas suffisamment. Est-ce que l'État même, qui est la plus crédible des garanties, ne peut pas constituer un fonds au niveau des banques et se porter comme gage, comme garant au niveau des entreprises-là? S'ils ne paient pas, je rembourse à leur place. Et l'État même fait en sorte de créer des conditions. Vous me direz qu'il y a le NFPJ. Oui, tout mais à fait, en termes d'appui concret, en termes de réalisation, sur la durée, après 5 ans, après 10 ans, qu'est-ce qu'on nous a montré? Il n'y a pas d'évaluation. Justement, c'est ça la vraie question. L'État peut-être mis 10, 20 milliards en 10 ans, en 15 ans. Ça a produit quoi sur la durée? Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place? Il y a tellement de choses à faire pour que l'entreprise émerge chez nous. Il me semble qu'on ne travaille pas suffisamment sur ces aspects-là. On s'est juste contenté
Après avoir créé les conditions de facilité de création d'entreprise, bon, on a fini, on se frotte les mains et puis on attend. Alors que c'est à partir de là que le vrai travail commence à mon niveau et on ne s'occupe pas suffisamment. Chez Déon, vous avez quelque chose à ajouter? Ce qu'il faut faire. Je pense que la pièce doit aller au-delà de la publication des entreprises. Il faut aller à la recherche d'opportunités pour les jeunes. Ça ne manque pas. Beaucoup de pays offrent des opportunités. Il faut que la pièce aille à la recherche de ces opportunités pour venir l'offrir aux entreprises qui sont créées vraiment. Mais il y a quand même des partenariats qui sont créés avec la Chine, par exemple, pour permettre aux jeunes d'exporter beaucoup de produits béninois. Je pense que c'est quand même beaucoup d'efforts. C'est le résultat que nous voulons. Oui, c'est pas l'exportation, c'est beaucoup de résultats. Si avec ce partenariat, il y a un résultat. Actuellement, nous connaissons la crise de la tomate. C'est le moment aussi. Écoutez, la production locale, même pour écouler sur le marché local, c'est tout un problème. C'est des défis chaque heure. Oui. Et vous parlez de la Chine. La Chine ne va pas accepter de n'importe quoi. Et la tomate, là, le soja qu'on dit qu'on va exporter là-bas. Là. Mais vous savez, ça doit avoir justement en termes comment dire même. En termes d'aspect physique, ça a le même aspect, le même poids. Il y a des normes, il y a les conditions de cultivation de ces produits-là, il y a les conditions d'emballage. Il y a tellement de choses. Donc il ne faut pas juste dire la Chine a accepté, mais qu'est-ce qu'on fait pour que la Chine accepte vraiment le produit qui soit de qualité et que la Chine demande constamment nos produits? Je ne pense pas encore qu'il y ait encore de la matière à cet effet. Autrement dit, on a encore du chemin. Il ne suffit pas de créer des entreprises. Il faut encore beaucoup de travail pour permettre à ces entreprises d'être fiables. Mais toutefois, il faut saluer les efforts et que les efforts continuent. Pour qu'on ait de bons résultats. Merci à vous, chers confrères. Gédéon Vegba, journaliste à la Radio Nationale, et Moïse Dossoumo, journaliste au quotidien Fraternité. Au plaisir de vous retrouver incessamment sur ce plateau. On installe le dossier de la semaine. Je le disais à l'entame de cette émission, les producteurs de tomates souffrent le martyre. Ils se retrouvent avec des dizaines de paniers de tomates sous le bras avec la menace du pourrissement de ces produits. Comment faire pour trouver une solution à cette situation? On en parle avec notre économiste. Mais avant, suivons le constat fait par Patrick Adiagbodou au marché d'Antokba. De la tomate locale. Vous pouvez l'acheter en quantité dans tous les marchés du Bénin. Ici, à Dantokpa, des milliers de paniers y sont déversés chaque jour. C'est la saison de la tomate fraîche et la surabondance sur le marché a provoqué une chute drastique du prix du panier. Au début de la saison, on vendait à 10 000, puis à 7 000 le panier. Subitement, il est cédé à 800. Laurent, un transporteur de tomates, dans son camion, 200 paniers de tomates fraîches. Un panier est cédé entre 1000 francs et 3000 francs CFA l'unité, selon l'état de la tomate. Mais le pauvre, 10 paniers. Une seule personne pouvait prendre 10 paniers ou 15 paniers. Mais aujourd'hui, certains prennent 5 paniers ou 3 paniers de tomates. Beaucoup évitent les dettes et préfèrent acheter moins de paniers. Comme Laurent, les grossistes ne font pas de bonnes affaires. Dame Anne-Marie, revendeuse, peine à vendre ses tas de tomates, cédées entre 115 francs et 200 francs CFA. J'ai payé le panier à 1500 francs CFA. Quand je vends un tas de 100 francs, difficilement je trouve un bénéfice de 25 francs. Les clients exigent payer le tas de 100 francs à 115 francs CFA. Au finish, sur un panier de 1500 francs, j'ai un bénéfice de 200 francs ou 300 francs CFA. Bonne saison de tomates, certes. Pas encore de grands bénéfices. Pour créer une valeur ajoutée issue de la production agricole locale, l'agroéconomiste propose l'option de la transformation locale. Quand on pense à la transformation, il serait bien que les producteurs se réunissent en des grands groupements, des coopératives, des associations pour pouvoir vendre en groupe déjà à des unités de transformation sur place qui pourront mieux transformer, mieux valoriser cette tomate-là en grande partie pour ne pas se retrouver encore à déplorer de grosses pertes.
pour éviter que les tomates pourrissent sur le marché, dans les champs, et créent un manque à gagner aux producteurs. Tous les acteurs de la filière agricole locale doivent très tôt revoir leur stratégie de production et de commercialisation. Ce qui reste à faire, c'est de prévoir pour les autres campagnes de production de tomates quelle quantité produire, quelle variété produire, quand est-ce qu'il faut mettre sur le marché et sur quel marché il faut vendre. Des questions auxquelles il est urgent de trouver des réponses qui permettront de booster l'économie locale. Comment faire donc pour éviter que la production de tomates ne se retrouve plus jamais sous la menace du pourrissement? C'est le sujet du dossier de la semaine et c'est l'économiste Epiphane Adjovi qui va nous aider à mieux comprendre cela. Bonjour Monsieur Adjovi. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Je vous en prie. Alors, pour conduire avec moi cet entretien, comme d'ailleurs tous les dimanches, Patrick Adiagbodjou est en place. Bonjour Patrick. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Alors Patrick, la situation n'est pas du tout reluisante dans les marchés comme on a pu le constater dans votre reportage. Exactement, Ulvaïs Balogun, la situation de la tomate fraîche n'est pas du tout reluisante dans les marchés du Bénin. Producteurs, grossistes, revendeuses envahissent les marchés avec leurs produits qu'ils liquident à vil prix. Et sur le sujet, la première question à notre invité, quand on est dans une situation pareille, où on a beaucoup de tomates et on les livre à bas prix, à vil prix, que faire pour que la grande partie de cette tomate ne pourrisse aux grandes dames de tous? Oui, bon, disons que cette situation est quand même due à un événement qui fait qu'un des marchés d'écoulement de la tomate n'est plus accessible aux producteurs et aux vendeurs. Bon, dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est soit laisser le marché ajuster, et c'est le prix, comme vous l'avez dit, le prix ajuste à la baisse et les producteurs obtiennent des revenus qui ne sont pas suffisants. Et comme le marché qui n'est plus accessible est un grand marché, le marché qui reste n'étant pas suffisamment de grande taille, oui, on a quand même le risque de pourrissement. Donc, tout est question de la volonté du gouvernement de dire est-ce que la tomate est une priorité pour nous? Si oui, à court terme, il faut peut-être que l'État aille et peut-être aille faire des achats et peut-être faire de la distribution après. Sinon, c'est le marché qui va ajuster, c'est le prix qui va baisser et c'est le pourrissement parce que peut-être les autres acheteurs ne sont pas en mesure de consommer toute la production disponible. Donc, on retient de cette première question que la menace du pourrissement, elle est évidente et on peut l'accepter. Pas du tout. J'ai donné une alternative. L'alternative, c'est les autorités publiques qui peuvent dire est-ce que pour nous, c'est une priorité. C'est une priorité d'aller, je voulais dire sauver, mais d'aller agir, oui, pour éviter que les producteurs de tomates, oui, ne se retrouvent dans une situation difficile. Oui. Et si c'est cela, alors il faut trouver un moyen d'acheter et de distribuer. On peut distribuer, l'État intervient dans les cantines scolaires, l'État intervient à divers niveaux, donc on peut acheter et distribuer à ce niveau-là de manière exceptionnelle, en attendant d'aller vers les solutions de moyen et long terme. Je pense qu'on va revenir sur ces conditions. Autrement dit, on aurait peut-être pu faire comme le Togo qui a envoyé l'armée acheter en quantité pour, par exemple, la cuisine pour les forces de l'ordre, comme vous l'avez évoqué aussi pour les cantines. Ce serait une solution. Oui, tout à fait. Là, pour les hôpitaux publics, oui, les camps militaires et oui, autres, on peut faire des achats massifs publics pour éviter que ce secteur d'activité-là, oui, ne soit touché de manière douloureuse. Et pour éviter cette douleur, pensez-vous que la transformation locale est une solution efficace ou bénéfique? Voilà.
C'est les, comment on appelle, les solutions de moyen et de long terme. L'une des premières solutions de moyen et long terme, c'est mettre en place des endroits où on peut stocker, la tomate dans des conditions où le pourrissement ne serait pas rapide. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. Mais nous avons dit, nous sommes dans un cycle de transformation structurelle de notre économie. Et la transformation structurelle, pour ne pas faire trop scientifique là, c'est de quitter les secteurs les moins rentables vers les secteurs les plus rentables. Donc, faire la production de tomates et aller à la transformation. Donc, on met de la valeur ajoutée et le secteur de tomates transformées, normalement, doit être plus rentable que la tomate brute qui n'a qu'une durée de vie très limitée. Tout à fait. Voilà. Donc, la transformation est, disons, la deuxième catégorie de mesures qu'il faut prendre à moyen et long terme. À moyen et long terme. Et pour transformer, il faut disposer des usines, des unités, des industries de transformation ou de conservation. Tout à fait. Est-ce que avons-nous au Bénin des industries de transformation? Des industries de grosse taille, il y en a une, si mes connaissances sont bonnes, et c'est installé à Kouamassé, je pense, Kouamassé. Ça remonte à quelle année, s'il vous plaît? Je pense autour des années 2008. Mais ça a été un échec lamentable. Ah bon? Parce que ça ne fonctionne plus. Et lorsqu'on est autour de Kouamassé, moi je suis de Ouida, on est autour de Kouamassé, il y a des anecdotes autour, pour le faire suivre, on ne va pas en parler ici, autour de cette usine-là. Oui, il est souvent dit, avant toute production locale agricole, il y a certaines voix s'accordent à dire que le premier défi à relever est de parvenir à produire des variétés de tomates les plus résistantes et les plus rentables. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, la qualité du produit, du produit primaire est indispensable. Si on a des tomates qui ne font que 2 jours, le risque que on aille vers le pourrissement, le risque là est très élevé. Oui. Et donc, vous venez de mettre un accent sur un des critères de développement des filières, c'est la recherche qui doit être en amont. Donc, il faut aller vers des qualités beaucoup plus résistantes et beaucoup plus, je voulais dire de qualité, mais beaucoup plus attrayantes. Vous voyez, voilà. Donc, un peu comme dans le cas où on a l'ananas aujourd'hui. L'ananas aujourd'hui, c'est de bonne qualité et ça s'exporte à l'extérieur en Europe. Tout à fait. La filière ananas au Bénin est quand même un succès, même si, pour les mêmes raisons, il y a quand même un petit choc qu'on observe. Mais comme on est sur les tomates, on va se concentrer. Alors, moi, j'ai quand même une question un peu bizarre. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut laisser des producteurs produire la tomate autant sans pouvoir leur garantir un marché d'écoulement? Parce que la moindre des choses, c'est de garantir comment est-ce que les productions seront vendues à l'extérieur, sur le territoire. C'est quand même incroyable. C'est ça, c'est ce que je disais. Quand une production commence à être importante, il faut l'organiser. Bon, certains diront en chaîne de valeur, d'autres diront en filière. Il faut organiser cela. Et c'est peut-être ça qui manque au niveau de la tomate, qui quand même commence à être une production importante. Et je pense que les personnes qui sont habilitées, les autorités publiques, les producteurs aussi, doivent commencer à réfléchir pour mettre en place des organisations de producteurs et aller vers, peut-être vers des fêtières, en tout cas des organisations qui commencent à planifier, disons, le développement de ce produit et peut-être créer les bases pour que ce produit constitue un des éléments de la transformation de nos productions primaires. Quand on sait que la tomate, on peut avoir de la purée de tomate, ce serait important de transformer. Et mieux encore, on a des jus de tomates. Oui, exactement. Donc, même, on peut sécher. Je me rappelle que
dans mon enfance, dans un autre pays, et les gens séchaient la tomate, puis le mois venu s'arrangeaient pour préparer, avec. Voilà, avec. Donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs solutions à ce niveau-là qu'il faut explorer. Mais, comme vous le dites, il faut qu'on aille vers une organisation, une planification, voilà, de cette filière-là, pour que ce soit aussi peut-être un des pieds sur lesquels on va asseoir notre développement. On va booster notre économie, l'économie nationale. Nous allons aborder l'autre pan de notre sujet, c'est la fermeture de la frontière du Nigeria avec notre pays. Est-ce que l'économiste que vous êtes, vous pensez que c'est une opportunité pour nous, Béninois, de repenser désormais notre politique locale agricole? Bon, le Béninois que je suis souffre de voir que des compatriotes, que des amis, que des parents sont obligés de rentrer dans une stratégie de pauvreté du fait de cette mesure. Souffrent parce que, bon, ils ne sont pas la cause de ce qui leur arrive et souffrent parce que un État qui se sent puissant fait tout ce qu'il veut. Même si notre responsabilité est largement engagée dans cette histoire, parce que c'est normal, c'est pas normal plutôt qu'un pays alimente la contrebande vers un autre pays et même parfois légalise la contrebande. Oui, on a vu dans ce pays la taxe sur la réexportation. On a fait des débats, on a fait des choses. On dit que ce n'est pas normal que l'État prenne des lois pour agir négativement sur notre pays. Et ça, c'est notre responsabilité. De ce fait, et pour éviter qu'on ait des chocs cycliques, parce qu'on sait que ça arrive fréquemment. Il faut qu'on repense notre développement, il faut qu'on repense notre système productif et aller vers la production, la transformation et aussi abandonner ce commerce d'opportunité qu'on appelle réexportation. Il faut totalement et progressivement abandonner cela et mettre en place, disons, un secteur productif beaucoup plus tourné sur nos biens, sur nos biens primaires et aller peut-être tenter d'aller vers ce pays en question ou les autres pays, parce que le Bénin fait frontière avec beaucoup de pays et il y a une demande aussi au niveau des autres pays, les pays de l'Interland comme on dit, et peut-être même des pays de la côte qui ont des besoins que nous pouvons satisfaire. Pour réussir ces belles propositions que vous êtes en train de faire, quels sont les acteurs, qui sont ces acteurs qui doivent agir à l'urgence dans de brefs délais? Quand on prend l'État, les producteurs, les commerçants, les grossistes, qui doit agir pour impulser, même consommateur, qui doit agir pour motiver l'autre à comprendre que maintenant, nous devons repenser notre développement? Je pense que le premier rôle revient à l'État. Parce que si l'État cesse de donner des facilités à des opérateurs économiques qui font des activités qu'on sait qui alimentent ce trafic-là, je pense que cela va arrêter, disons, progressivement le problème, comme on le dit. C'est vrai, l'État béninois collecte des recettes à partir de ce trafic. Mais ce n'est pas tenable parce qu'un beau jour, il y a des fermetures de ce côté et ça devient difficile à gérer et comment prendre les recettes et même parfois à gérer jusqu'au paiement des salaires. Donc, il faut qu'on s'engage dans un cycle où peut-être on va souffrir un peu plus en matière de mobilisation de recettes, mais après la transformation, 2, 3, 4 ans, ça peut reprendre et on aurait totalement restructuré notre économie. À part l'État, est-ce que vous ne formulez pas des recommandations à l'endroit des producteurs? Parce que c'est eux les acteurs, selon moi, les acteurs premiers, c'est eux qui produisent d'abord. Est-ce que vous ne les invitez pas à se faire former en la matière pour nous faire sortir une bonne production? En fait, la production, vous avez, on est sur le cas de la tomate. Et la tomate,
du jour au lendemain, n'arrivaient plus à passer la frontière. Oui. Donc, il y a une production, mais on n'arrive plus à écouler. Donc là, le problème n'est pas un problème de producteur, c'est un problème d'accès à un marché. Et ça, ce n'est pas le domaine, comment on appelle ça, des producteurs, c'est le domaine de l'État et des organisations régionales et autres. Donc moi, je pense que c'est l'État qui va restructurer. Et maintenant, il faut quand même qu'il y ait une offre pour permettre de remplacer, comment on appelle, progressivement ce trafic de réexportation que le Bénin est en train d'alimenter. Donc, et deuxièmement, c'est qu'on arrive à la naissance, à l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques. C'est-à-dire qui construisent la production dans le moyen et le long terme. Pas des gens qui étudient les opportunités, font des revenus rapidement. Non, il faut qu'on ait une nouvelle... Et c'est là où la formation, à mon avis, intervient. Et cette formation doit être assurée par l'État, mais aussi par tout notre système éducatif, privé comme public, qu'on change vraiment la mentalité de l'homme d'affaires béninois et qu'il se dise, je vais construire une entreprise qui, dans 15, 20, 30, 40 ans, sera une grande entreprise. Oui. Donc, et maintenant, le dernier élément, c'est aussi, bon, puisqu'on parle de la frontière, il ne faut pas toujours négocier en position de faiblesse. Hein. Moi, je pense qu'il y a des mesures de rétorsion, mais comme ce n'est pas l'objet de l'émission, il y a des mesures de rétorsion possibles qu'on peut agir, sur lesquelles on peut agir pour montrer aux autres aussi que nous sommes petits, mais quand même, nous pouvons faire très mal. Alors vous permettez, Patrick, une chose, vous disiez tantôt qu'il fallait chercher d'autres marchés d'écoulement. On sait qu'aujourd'hui, le Nigeria est fermé. Chercher d'autres marchés d'écoulement, par exemple, vers l'extérieur, vers notamment l'Europe, nécessite qu'on conserve cette tomate-là. On ne peut pas, à l'état actuel où on n'a pas d'usine de conservation, c'est carrément impossible. Non, en fait, la tomate, je pense, je parle sous le contrôle des agronomes, et lorsque ça marche d'un côté, de l'autre côté, la saison ne permet pas qu'on ait de la tomate. Donc, il y a, même dans un pays grand producteur, il y a des périodes où on n'a pas de tomates. Donc on exporte, on importe plutôt, et il y a des périodes où on exporte. Donc l'interland est aussi une solution. Les pays de l'interland constituent aussi une solution pour notre exportation. Il y a la transformation et peut-être étudier la possibilité d'exporter vers l'Europe et les autres pays occidentaux. Merci infiniment à vous, Monsieur Epiphane Adjovi, pour ces éclaircissements, pour ces belles propositions sur le sujet pour lequel vous êtes là. On retient concrètement que l'État doit œuvrer pour trouver de nouveaux marchés d'écoulement pour nos produits locaux et aussi à moyen et à long terme, UVS Balogun, installer des usines de transformation et de conservation. C'est important. Merci. Excusez-moi, et donner des signaux très clairs que nous sommes dans une logique de changement du firework vers la production, une production exportable. Merci beaucoup à vous, M. Epiphane Adjovi. Je rappelle que vous êtes économiste et que, comme le disait Patrick Kadiabodjou, vos propositions ne tomberont certainement pas dans les oreilles de sourds quand on sait que tout est actuellement mis en œuvre pour permettre aux producteurs de tomates d'écouler leurs marchandises. Merci, Patrick Kadiabodjou. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Week Echo prend fin ici. C'est tous les dimanches à 11h sur BB24, mais également sur la chaîne YouTube de l'ORTB. À bientôt.